Des idées à déplier. Des idées à déplier, la liberté à déployer. Nous déployons ici plusieurs conversations, à 2, 3 ou 4 voix, pour échanger sur notre monde en mutation. Au travers de chaque échange, donner envie de se questionner, relancer les débats, chercher, ouvrir de nouveaux horizons, raviver l'esprit critique au-delà des pensées mâchées. Car c'est en femme ou en homme libre que nous pouvons manifester les choix qui vont conditionner nos vies et avoir un impact autour de nous sur toutes les catégories du vivant. Alors, bonjour à tous. Bonjour Christine. Ravie à nouveau de vous retrouver pour ce 5e épisode de nos entretiens avec Michel. Donc aujourd'hui, on va aborder donc les pistes, ce qu'il y a de réjouissant justement, ce que peut-être pourrait être une voie dans ce changement de paradigme, ces différents croisements de bouleversements, différents passages à d'autres cycles ou à d'autres modes d'organisation. Et donc, Michel, tu vas nous en parler en abordant donc la question de la coordination, coopération, peut-être on pourrait dire, en partant de l'observation du coup de l'open source, certainement du pair à pair, de ton travail dans la P2P Foundation et donc la question évidemment centrale des communs, d'une possible mise en œuvre des communs. Enfin, on verra peut-être avec toi qu'il y a déjà une résurgence de beaucoup de communs qui émergent à nouveau. Et donc, le magistère des communs, ça, tu nous expliqueras ce que tu entends par là. Et puis peut-être aussi donc tout ce qui est le monde émergent aussi de la crypto. Très bien. Alors, je voudrais juste peut-être quand même si ce n'est pas le but de cette session, donner quelques détails personnels, juste pour donner une sorte de contexte. Disons qu'il n'y a rien en soi qui me qualifie pour proposer des solutions aux problèmes mondiaux. Mais je crois que c'est intéressant d'avoir un certain contexte personnel pour comprendre ma démarche en premier lieu et puis la démarche des gens qui ont suivi l'initiative de la Peer-to-Peer Foundation au début des années 2000. Donc, enfance qui vient de la classe ouvrière, hein, mes parents étaient des orphelins, orphelins de père et de mère et orphelins de père. Avec ma maman qui était quasi analphabète, hein, elle ne savait pas lire les fonctionnels, analphabète fonctionnel, donc pas pouvoir lire les instructions sur des boîtes et des machins. Et donc je vivais dans une maison où l'eau coulait à l'intérieur, donc on m'a mis dans un sanatorium quand j'avais 18 mois. Je me rappelle des scènes assez horribles, devoir manger son vomi, avoir des ongles comme ça, être dans une cage en verre, donc assez traumatisant. Et donc, j'avais des raisons de ne pas être content de l'univers, quoi. Donc, quand on est jeté comme ça dans un univers assez traumatisant au départ, évidemment, on se pose des questions. Et là, j'aimerais bien juste renvoyer à l'œuvre de William James, qui est un philosophe américain pragmatiste, comme on dit, et qui a écrit un livre tout à fait important qui s'appelle Varieties of Religious Experience, donc des variétés de l'expérience religieuse, qui est un livre assez formidable qui retrace les biographies des fondateurs de la Réforme, donc des protestants à partir du XVIe siècle. Donc, les gens qui ont créé donc Luther, Calvin, mais aussi les méthodistes, les unitariens, les Quakers, tu vois. Et il en vient à une vision que moi je trouve intéressante, c'est-à-dire qu'il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui ont plus ou moins de la chance, donc un village où les choses vont plus ou moins bien, des parents plus ou moins normaux, peut-être une période de paix ou de stabilité. Et donc, voilà, donc on n'a aucune raison en soi d'être mécontent de la situation. Non, enfin, la vie est tragique pour tout le monde, mais en tout cas, il n'y a pas un surplus.
de tragique dans la vie. Et donc, on va pouvoir s'adapter au monde tel qu'il se présente. Donc, on peut être très bien, on peut être un artiste ou un administrateur tout à fait capable et tout. Mais donc, la deuxième sorte de gens, c'est des gens qui se retrouvent dans le monde et disent, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Le système opératoire de cet univers, il y a une erreur. Et pour ces gens-là, donc, il y a d'abord un chemin qui se fait dans la souffrance, parce qu'il y a une inadaptation au monde, mais en général, il va y avoir une sorte de crise qui va se dérouler. Et donc, ces gens-là, s'ils réussissent à sortir de leur crise, ils vont être plus riches que les autres au niveau de l'expérience, puisqu'ils ont vécu beaucoup des choses que les gens normaux n'ont pas dû vivre, puisqu'ils n'ont pas dû chercher. Voilà. Et je crois que moi, j'appartiens à cette catégorie-là. Donc, jusqu'à 42 ans, j'étais quelqu'un qui était assez intense et pas à ma place. Et je cherchais vraiment le sens de l'univers. Donc, j'ai fait énormément de choses, beaucoup d'erreurs. Hein, donc, j'étais marxiste, j'étais chez Osho, j'ai vécu dans 3 communes, enfin tout ça. Je ne vais pas donner les détails, mais juste pour vous dire que j'ai quand même pu expérimenter beaucoup de choses. Mais donc, je me suis calmé plus ou moins à la moitié de mes 30 ans. Je suis entré dans le monde du business. J'ai une carrière assez bonne parce que je suis vraiment monté dans les échelons à partir de rien. Et donc, je me suis trouvé dans les top 15% à la fin des années 90. Et là, en fait, quand même pour vous expliquer, donc je veux changer le monde, mais je suis là avec tous mes ressentiments, tous mes aigreurs, toutes mes critiques du monde tel qu'il est. Donc j'étais trotskiste, ça n'a pas marché, donc je me suis trouvé face à un mur et le monde n'évoluait pas comme je pensais qu'il allait évoluer, même au contraire. Donc c'était l'ère de Reagan et de Thatcher, donc l'ère de la contre-révolution, quand moi j'avais 20 ans. Et donc si on ne peut pas faire la révolution et qu'on n'est pas heureux, qu'est-ce qu'on fait? Il faut travailler sur soi, on n'a pas le choix. Donc soit si on ne peut pas changer le monde et qu'on est malheureux, il n'y a qu'une solution, c'est travailler sur soi et trouver un arrangement pour pouvoir vivre. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 7 ans de thérapie, j'ai fait 7 ans de spiritualité. Mais c'est vrai qu'après ce moment-là, je me dis, voilà, maintenant, je suis en fait plus ou moins comme les autres, pas plus malheureux, pas plus heureux. Et c'est alors que je me suis senti avec une sorte de poussée créatrice, à me dire, je vais d'abord m'adapter au monde. Donc, j'ai entré dans le business et voir ce que je peux faire dans le monde tel qu'il est, en l'acceptant. Et c'est vrai qu'à la moitié des années 90, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, mais je crois qu'en tout cas pour moi, c'était le moment où je me dis, oui, mais ça ne va quand même pas. Donc, c'est-à-dire que j'avais l'impression que tous les marqueurs de la société allaient dans le négatif. Donc, que ce soit au niveau de l'écologie, que ce soit au niveau du changement climatique, mais aussi au niveau de l'équilibre social. Donc, c'est le moment, et ça c'est important, donc c'est le moment de l'alterglobalisation, c'est le moment des apatistes. Et il y avait quand même là quelque chose d'intéressant qui émergeait, c'est-à-dire que la forme organisationnelle était en train de changer. Justement, c'est le pair à pair qui émerge à ce moment-là. C'est-à-dire, par exemple, les apatistes sont un très bon exemple, sont des gens des indigènes, hein, essentiellement des indigènes qui se révoltent dans l'état de Chiapas. Dans une situation normale, l'armée mexicaine aurait facilement pu les éliminer. Mais ils étaient connectés avec un mouvement social qui s'appelait People's Assembly, et à partir de Chiapas, dans la jungle, peut-être que c'est un peu caricatural, mais en tout cas, essentiellement, c'est quand même vrai, ils ont réussi à créer un mouvement de solidarité et du coup, c'était impossible dans un système démocratique comme le Mexique pour l'armée de simplement entrer et d'éliminer ce danger pour l'équilibre de leur système institutionnel. Et donc ça, c'était quand même intéressant. Puis le deuxième aspect, l'alterglobalisation, c'était des gens qui étaient organisés dans le monde entier,
mais qui n'étaient pas organisés en forme de parti, qui avaient une idéologie pluraliste, qui se rassemblaient dans plusieurs... donc, ils étaient organisés comme réseau, en fait. Et ça, en plus du fait que je faisais du scénario planning, en fait, j'étais une sorte de futuriste à l'intérieur d'une grande multinationale à l'époque. Donc, j'avais la liberté de faire des recherches et de faire des scénarios. Donc, moi, j'étais juste en dessous du top management pour leur dire, voilà à quoi il faut faire attention dans le monde aujourd'hui. Parce que voilà, c'est les règles émergentes, etc. Et donc, en même temps, une sorte de dissatisfaction d'être dans une multinationale et de ne pas se trouver dans une situation où on a l'impression de solutionner les problèmes plutôt que de les aggraver. Donc, je me sentais co-responsable de voir une réalité et de ne pas pouvoir intervenir d'une façon positive. Voilà. Donc, ça, c'est le cadre. Donc, j'ai pris ma démission. Donc, j'ai autofinancé 2 années sabbatiques et j'ai commencé à étudier en profondeur les transitions. Parce que donc j'avais été marxiste, puis j'avais abandonné le marxisme, mais plutôt émotionnellement, donc sans beaucoup réfléchir. C'était parce que j'étais malheureux à 20 ans et que j'ai dû faire tout un travail personnel de découverte et de voir comment on projette ces états internes sur l'extérieur, donc l'intersubjectif, comment on est par rapport aux autres, le corps, le groupe, enfin tout ça, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ce genre de travail que je crois que Christine fait aussi d'une certaine façon comme facilitatrice du développement personnel. Et donc, j'estimais que je devais faire un chemin d'autoréflexion par rapport, mais comment est-ce qu'on change le monde aujourd'hui? Puisque clairement, la classe ouvrière, elle n'est pas révolutionnaire aujourd'hui. Et elle était en déclin, en tout cas en Occident. Je crois qu'à l'époque, j'ai vérifié, on était à 17% de personnes qui travaillent dans la production matérielle en Occident. C'est très peu. On peut en compter les services avec des gens, les infirmières et les nettoyeurs et tout ça, qui travaillent, mais ça ne fait pas une majorité. Je crois qu'on est en majorité aujourd'hui des travailleurs symboliques et cognitifs en Occident. Et même en Orient, dans le Sud, on voit bien que même si la classe ouvrière est en pleine croissance, elle n'est pas révolutionnaire. C'est typique, on trouve quand on demande aux Chinois qu'est-ce qu'ils pensent du capitalisme, il y a 90% des Chinois les plus pauvres qui sont pour, même s'ils vivent dans un système socialiste, en tout cas au niveau politique. Et on demande en France, et même les bourgeois, 3/4 des gens, ils vont dire qu'ils sont critiques du capitalisme en France. Donc même s'ils ne font rien pour le changer, mais en tout cas, au niveau de la mentalité, c'est comme ça. Et donc voilà, j'ai étudié les transitions. Donc j'ai pris 2 ans de congé sabbatique. J'étais vivre en Thaïlande, donc j'ai fait un peu comme les zapatistes, vivre dans une région subtropicale qui était marginale par rapport à la société telle qu'elle existait, mais déjà il y a 20 ans, avec l'ordi, donc on peut jouer un rôle tout à fait planétaire en étant dans un endroit qui est relativement marginal par rapport au centre. Et donc j'ai étudié les transitions, et je crois qu'on en a déjà parlé, donc j'avais conclu que c'est les formes de germes qui sont la clé. Donc, avant qu'une société change, il faut d'abord des siècles. Dans le passé, il fallait des siècles de préparation où il y a donc des gens soit qui ne savent plus vivre dans la société existante parce qu'il n'y a plus de place pour eux, soit des gens avec une conscience anticipatrice, donc on va dire des idéalistes et des pragmatiques, qui vont chercher des solutions à des problèmes que l'ancienne société n'arrive plus à solutionner. Et donc, ils vont trouver des solutions qui sont déjà dans un autre paradigme. Et donc, c'est en analysant les formes de germes qu'on va pouvoir se demander, mais est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs
de comment la société, cette fois-ci, pourrait changer, puisqu'elle est dans une sorte de métacrise, de polycrise, comme on dit aujourd'hui, qui semble assez finale. Bon, donc ça, c'était la question que je me suis posée. Bon, alors là, je coupe, hein, parce que ce serait une longue histoire, mais donc, j'ai créé la Peer-to-Peer Foundation comme un intellectuel collectif organique. Donc ça, c'est basé sur les idées de Gramsci. Donc, en général, les intellectuels, ils sont au service du pouvoir, historiquement. Donc, ils sont payés par les mécénats. Les artistes étaient payés par les mécénats à la fin du Moyen-Âge. Et puis après, ils travaillent pour le marché. Ils doivent vivre, donc ils sont dépendants du marché, des galeries, des gens qui veulent bien acheter leur œuvre, etc., etc. Et les gens, ils travaillent pour des journaux qui sont financés soit par l'État, soit en général par le privé. Mais à la fin du 19e siècle, début du 20e, il y avait quand même quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il y avait les mouvements de la classe ouvrière qui ont pu financer leurs propres intellectuels. Et donc, c'est ça que Gramsci appelle les intellectuels organiques, donc des intellectuels qui se mettent au service de la classe subalterne, donc la classe ouvrière. Dans son cas, il était marxiste, marxiste italien. Mais moi, je m'étais dit, et ça, je crois que c'est intéressant, et c'est vrai, je crois, en tout cas, je l'expérimente moi-même, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus être un grand intellectuel, même comme dans les années 60, parce qu'on est débordé de stimuli qui viennent de tous les côtés, et même dans un travail tout à fait normal, 70% du temps qu'on passe dans les multinationales, c'est répondre, c'est être réactif par rapport à une communication. Et donc, pour savoir tout ça, on est tellement déjà rempli dans le cerveau qu'individuellement, on ne peut plus être un Renaissance man ou woman. On ne peut plus avoir cette vision tout à fait globale en tant que personne individuelle. Et c'est pour ça qu'on n'a plus ce genre d'intellectuel qu'on a encore connu dans les années 60. Parce qu'avec la TV, c'est encore possible. On passait 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie à lire les journaux. On regardait le journal, quelques émissions culturelles. On pouvait encore être dans cette... c'était déjà difficile à l'époque. Mais en tout cas, c'est la fin de cette période. Et donc, je me suis dit, je vais créer la Peer-to-Peer Foundation comme un intellectuel collectif, organique, au service des communs. Donc, pas au service de la classe ouvrière, qui pour moi, bien que je me trouve en solidarité historique, vu mon propre conditionnement social et mes origines sociales, donc en sympathie totale, mais je crois que j'ai raison, que cette lutte-là, c'est déjà une lutte du passé. Donc la lutte... Donc le marxisme, pour moi, c'était peut-être le dernier essai de créer une conscience planétaire qui était différent de la nation, de l'État-nation. Donc on a d'abord eu les grandes religions mondiales qui ont su projeter une sorte d'unité de l'humanité. Si vous croyez tous dans le même Dieu, on peut vivre dans la même grande société. Et les empires avaient toujours des ambitions universalistes, même s'ils ne pouvaient pas matériellement les atteindre. C'était leur but, un empire pour le monde. C'est ça qui distingue un empereur d'un roi. Donc un empereur, c'est pour tout le monde. Et donc il y avait des concurrences entre empires, mais chaque empire avait une vision de civilisation du monde entier. Et le marxisme a été une sorte de tentative de créer une vision planétaire basée sur la solidarité de classe. Puisque justement le capitalisme mondialisait la classe ouvrière. Mais on peut dire que ça n'a pas marché. Donc à partir de 1917, la majorité de tous les partis socialistes ont voté pour les budgets militaires de leur pays. Et donc, depuis lors, c'est clair que ça n'a pas marché non plus. Il y a encore des vestiges, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Et donc, selon moi, et je sais que ça, c'est encore très, très hypothétique, mais en tout cas, moi, je crois voir que les commoners, donc tous les gens qui sont shiftés déjà dans une économie contributive, sont en fait le germe de quelque chose de planétaire. Et donc là, je crois qu'on en a parlé la dernière fois. On a parlé de sublinéarité et de superlinéarité. On a parlé de ça ou pas? Oui, mais c'est pas grave si tu le rappelles.
Tu Oui, vois? alors, donc, il y a un auteur qui s'appelle Geoffrey West, le livre s'appelle Scale, donc échelle, et il dit que quand on, par exemple, on étudie la relation entre le corps et le cerveau, on a une relation sublinéaire, c'est-à-dire si on double le corps, le cerveau ne double pas, mais il croît de 85% en moyenne. Par contre, les villes, on Mm. double la notion, l'échelle d'une ville, et on a 115% de développement du niveau des salaires, de l'innovation, de la production technique, etc., etc. Donc les villes, elles sont hyper productives. Et ma thèse, c'est qu'aujourd'hui, les communs numériques sont hyper productifs. Donc ils sont super linéaires. Et donc, historiquement, la civilisation est basée sur la ville et l'agriculture, la relation entre la ville et l'agriculture. Alors, ça a été fortement changé par l'industrie, mais aujourd'hui, il y a le numérique qui crée une proximité non physique. Mhm. Et donc, la superlinéarité aujourd'hui, elle est dans le physique. Et c'est quoi les commoners cosmolocales? C'est les commoners qui sont évidemment liés dans leur territoire, mais qui travaillent aussi en même temps d'une façon planétaire. Donc, il y a les deux. Il y a une relocalisation et il y a une superlocalisation. Et pour moi, c'est ça le futur. Donc la forme de germe, c'est déjà ça. Donc, c'est la capacité de se mettre pair à pair, de s'auto-organiser sans dépendance directe du lieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dépendance, mais en tout cas, il n'y a pas de dépendance directe du lieu. Donc, on peut très bien se réunir transgéographiquement, translocalement, et on doit faire les deux. Alors, pourquoi localiser? Parce que il faut, donc au niveau thermodynamique, donc quand on examine l'équilibre entre la société humaine et ce que la Terre contient. Et la Terre est un système isolé. Donc on croit que c'est infini, mais ce n'est pas infini. Le système solaire avec la Terre, on reçoit de l'énergie, mais on ne reçoit pas de la matière. Quelques Météorite, météores, on entend. mais on est obligé de vivre avec ce qu'on a dans la Terre, et donc il y a un effet thermodynamique négatif, c'est-à-dire on crée de l'ordre dans un endroit, ça crée du désordre dans un autre endroit. Parce que tout ce que l'être humain emploie comme matière-énergie est dégradé justement parce que c'est mis en forme et il y a une énorme perte. Et c'est ça, donc, la pollution, etc., et les déchets, tout ça. Et voilà, donc il faut relocaliser parce qu'on dépense 3 fois plus au transport qu'à la production. Et ça, c'est intenable. Ce Donc, que pour ça, tu il faut dis, localiser. Oui, vas-y. ce que tu dis me fait penser à tous l'élan de l'économie régénérative qui cherche à optimiser au maximum les déchets pour en faire des ressources et en tout cas justement régénérer dans un lieu particulier, un territoire particulier et optimiser ce qui est présent pour limiter ce côté prédation, extraction et Tout le à fait de... fait. Donc, ça, c'est le deuxième élément, c'est la circularité. Mais il faut bien comprendre qu'elle n'est pas absolue. Donc, il y a plein d'auteurs qui disent on ne peut pas y arriver complètement. Donc, une circularité, c'est un but. Mais pour pas être dans l'exponentiel au niveau de la matière, on peut avoir une croissance matérielle de maximum 1%. Ce qui fait encore 100% sur 100 ans. Hein. Donc, même ça, ce n'est pas vraiment tenable dans un système isolé. Mais quand on est plus qu'1%, on est dans l'exponentiel. Donc la circularité, c'est pour ça que Christian Ansperger parle de permacircularité. Et ça reste à voir si c'est possible. Hein. Donc ça, c'est un point d'interrogation. Mais en tout cas, on doit le faire. On doit relocaliser, on doit circulariser, mais surtout, on doit mutualiser. Parce que quand on regarde l'histoire humaine, et surtout après des chocs transitionnels, donc en fait des collapses hein, de systèmes civilisationnels, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours les congrégations religieuses qui reprennent le dessus. Pourquoi? Parce qu'ils sont mutualisés. Hein, je crois qu'on en a parlé aussi, donc on va prendre l'Occident pour être simple. Donc il y a les ordres militaires, les teutons et les chevaliers de l'hôpital et les templiers. Donc eux, c'est
déblayer les terres des ennemis, des païens et tout ça. Puis suivent des congrégations, je veux dire en anglais, craft agricultural, donc les cisterciens et les bénédictins. Donc, ils vont travailler le sol, la terre, créer un surplus, mais qui ne va pas être dépensé pour une élite. Donc, il n'y a pas de classe privée qui est rentier par rapport au surplus. Ça va aller dans les infrastructures collectives. Donc, les cisterciens, chaque fois qu'ils ont, je peux me tromper sur le nombre, mais chaque fois qu'ils ont 64 personnes, ils doivent se quitter et crier, donc comme les abeilles. Donc, ils se sont essaimés dans toute l'Europe et ils ont défraîchi 70% de la terre en Europe. Les cisterciens au XIe siècle. Et après ça, le surplus crée les villes, et dans les villes, on va avoir les guildes. Et les guildes vont créer le surplus. Et alors, à ce moment-là, malheureusement, donc on crée déjà les prémices d'une captation par une nouvelle élite. Et là, on est reparti dans un cycle civilisationnel. Mais donc, dans la partie, je veux dire, de restauration, de régénération, c'est la mutualisation qui nous sauve. Alors, je ne vais pas en parler maintenant, mais la question, c'est, bon, il y avait une idéologie qui tenait les gens ensemble, donc les grandes religions universelles. Aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut remplacer ça? Parce que c'est douteux que ça puisse se reproduire cette fois-ci. Bon, alors, il y a justement beaucoup de travaux qui sont faits sur rechercher un nouvel imaginaire. Oui. Pour précisément essayer de remplacer ce que la religion ne permet plus, puisque plus personne majoritairement ne veut une religion unique qui prenne la main. Spiritualité, oui. C'est un autre sujet. Et les États fonctionnant sur le paradigme précédent n'arrivent pas à apporter le cadre qui permet de contenir tout ça. Voilà. Et tout mon travail est en fait centré sur cette question. Alors, je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, mais j'en donné quelques-unes. Et là, je viens dans le sujet, donc open source, commun urbain et crypto. Alors, je vais peut-être commencer avec le crypto pour répondre à ta question. Donc moi, de mon côté marxiste, qui est toujours là, hein, c'est un module dans ma tête qui est toujours là. Donc je regarde encore toujours le monde d'une façon matérialiste aussi, pas uniquement. Donc une pensée intégrative, pour moi, c'est une pensée qui peut dire il semblerait qu'ici, le matériel crée un culturel ou un spirituel, mais on voit aussi comment le culturel interagit par rapport au matériel. Donc, on fait des choix sociétaux qui influencent le monde matériel. Donc, moi, je ne sais pas dire, a priori, est-ce que c'est la poule ou les œufs. C'est intégratif, c'est un feedback system, donc c'est un système où, en fait, chaque aspect de la réalité influe sur l'autre, mais il y a quand même, à mon avis, un fondement matériel. Donc, on regarde l'évolution de l'univers. Hein, d'abord, c'est le chaos, et puis il y a des clusters de galaxies, de poussière galactique, et puis ça fait des galaxies et des étoiles, et puis il y a des planètes. Et puis, en tout cas, sur une planète, peut-être sur plusieurs, mais en tout cas, sur une planète, la vie, donc qui vient de la matière, hein, même s'il y a un aspect spirituel à la vie que je ne nie pas, mais en tout cas, dans ce que nous, on peut voir, expérimenter et vérifier, on voit qu'il y a évolution. Matière, vie, culture. Donc, chaque fois, des niveaux de complexité. Et donc, ça, je crois quand même que c'est vrai au niveau matérialiste, une vision matérialiste de l'histoire, c'est de dire que pourquoi est-ce qu'on a le capitalisme? Parce qu'il y a eu des villes libres en Occident, avec des empires très faibles, donc qui ont donné la liberté aux marchands de se libérer de la société et de créer un monde à leur image. Donc les marchands se sont alliés au roi contre l'aristocratie et ont créé le monde post-féodal et le monde de l'État-nation. Et donc c'est parce qu'il y a des bourgeois qu'on a du capitalisme. Alors aujourd'hui, je fais un raccourci, mais réfléchissez un peu au monde crypto. Le crypto, c'est le nouveau travail. Alors, je ne dis pas que tout le monde en nouveau travail fait du crypto, mais quoi? C'est des gens qui peuvent travailler n'importe où par rapport au numérique, qui ont accès à leur propre mode of production.
leur ordinateur. Mais ils n'ont pas accès au réseau qui fait fonctionner leur outil de production. Mais déjà, c'est important. Donc, ce n'est pas des ouvriers qui sont tous ensemble dans une grande usine et qui peuvent avancer qu'en luttant ensemble dans des syndicats contre un patron. Ce sont des gens qui sont comme les travailleurs des guildes qui ont leur propre instrument de production, mais qui vivent encore dans un monde capitaliste où ils sont contrôlés par le grand capital et les grands États. Et donc, normalement, le crypto, dans leur position sociétale, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est se libérer de ce joug. Alors, autre parallèle, donc, la civilisation est née avec l'écriture. Donc, l'écriture a créé une élite qui savait écrire, qui savait gérer et qui a été mise au service des castes guerrières et spirituelles, intellectuelles et spirituelles. Donc, qui a créé la civilisation, donc basée sur l'élite qui écrit dans les villes. Aujourd'hui, on a un nouveau langage, le code. Et les développeurs sont des gens qui maîtrisent et qui sont une sorte d'élite. Ils sont une élite craft-based élite. Ils sont digital, ils sont donc planétaires par principe, par leur capacité, et ils sont en train d'essayer de créer un monde qui marche pour eux. Et alors là, ce qui est important, c'est qu'évidemment, et c'est vrai, hein, il ne faut pas nier que, alors je ne sais pas dire est-ce que c'est la majorité ou quoi, mais en tout cas, il y a un grand nombre de gens dans ce milieu qui n'ont qu'une chose en tête, c'est de se libérer de tout le monde. C'est-à-dire de dire, même si on voit que le monde est en déclin, on va se libérer des problèmes géographiques et avec le Bitcoin et les cryptocurrencies, on va essayer d'avoir un mode de vie crypto-nomade. Et comme ça, si ça ne va pas en Grèce, on va au Portugal. Si ça va au Portugal, on va aux États-Unis, etc., etc. Donc ça, c'est le grand danger de ce monde. Pardon. Juste une question. Donc, ce que tu pointes là, c'est en fait aussi un comportement individualiste, alors que l'idéologie est mutualiste et communautaire. Enfin, c'est pour nourrir le commun. On peut être mutualiste et égoïste collectivement. Et je dirais que... Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant, parce qu'on ne peut pas simplement aller en arrière. Donc, par exemple, pour être moine au Moyen-Âge, il fallait obéir. Il fallait vraiment supprimer son individualité et se mettre complètement au service de l'idéal et de l'hiérarchie qui représentait cet idéal. Donc, si l'abbé te dit va là, tu y vas. Et si ce n'est pas un bon abbé et qu'il n'a pas une bonne opinion de toi, il peut te détruire. Et en tant que prêtre ou moine, tu es complètement... donc, ton ego doit être soumis à cet idéal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre individualité est telle qu'elle ne peut pas simplement se réabsorber dans un collectif de ce type-là. Juste une toute petite remarque par rapport à ça qui me paraît quand même assez essentiel, oui, dans le monde qui vient, disons, et celui d'aujourd'hui, d'ailleurs, ce rapport entre individualisme et collectif, pour le dire un peu vite, ou coopération, et puis toutes les questions d'ego auxquelles on est tous confrontés, notamment dans les expériences en cours. Moi, il me semble que c'est pas spécifique aux nomades numériques ou aux gens de la crypto. Quand on observe ce qui se passe dans les collectifs ancrés localement, c'est exactement le même problème. Oui. C'est-à-dire, moi, c'est ce que j'appelle l'individualisme à plusieurs. Mais parce que du coup, oui, il y a une forme aussi d'égoïsme à plusieurs, qui peut, et qui peut même être un peu inquiétante parfois, parce que du coup, ça crée aussi des resserrements, des fermetures. Je voulais juste dire ça, c'est que c'est pas, il me semble que c'est pas spécifique au monde des gens qui travaillent avec le numérique, et on le voit aussi dans des ancrages, dans des ancrages vraiment locaux, quoi. Tout à fait d'accord. Et quand j'ai fait mon étude sur les communs urbains à Gand, donc j'ai démontré dans mon rapport pour la ville de Gand que les nouvelles communautés des communs urbains fonctionnaient exactement de la même façon. Par exemple, il y a une vieille abbaye qui a été reprise par un quartier, donc des volontaires d'un quartier,
et ils ont les mêmes principes contributifs. Ils disent dans leur charte, chacun qui contribue à la vie culturelle de notre abbaye est automatiquement membre décisionnaire de notre collectivité. Donc, c'est la contribution. Donc, c'est exactement comme dans le logiciel libre ou dans le monde crypto. C'est la contribution qui crée la citoyenneté dans un certain sens. Donc, ça, on pourra en reparler après. Mais là aussi, ce qui est intéressant, donc au niveau de l'identité. Alors, donc, avec le monde crypto, avec le monde des communs urbains, avec le monde open source, il est important de ne pas être utopique. Et donc, moi, je voudrais dire que par rapport à ma leçon que j'ai pu apprendre de mes efforts dans le passé que j'ai partiellement rejeté, c'est un effet très fort. Donc, je ne veux pas être quelqu'un qui dit il faut que, il devrait que, ou ça va se passer comme ci ou comme ça. Non, 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 non. Non, on regarde justement les germes et on se permet quand même de spéculer, de dire tiens, est-ce que ces germes pourraient. Mais alors, il vaut mieux travailler avec des scénarios, donc pas un scénario, mais plusieurs scénarios, mais on peut légitimement en préférer un. Donc le mien, moi j'ai un scénario que je préfère, mais je ne peux pas dire avec confiance que c'est le scénario qui va se développer. Par contre, je peux dire qu'il y a des chances qui se développent. Alors, par exemple, au niveau de l'égoïsme, je crois que c'est très important. Il ne peut pas avoir une société qui est uniquement basée sur l'égoïsme. Ça, c'est tout à fait vital. Donc, le monde crypto, dans la mesure où il ne s'occupe pas du peuple, il ne s'occupe pas du bien commun, il ne pourra pas survivre. Parce qu'à un moment donné, les gens vont dire, ben, nous, on mange, et vous, là, les nomades, vous ne faites rien pour nous. Eh ben, bye bye. Tu vois, on peut les expulser. Et donc, ça ne peut pas marcher. Hein, tout comme un capitaliste, par exemple, moi, qui dit si tout le monde obéit au marché, tout ira bien, ben, il peut le dire 1000 fois, mais on voit bien que ça ne marche pas. Et donc, il y aura des révoltes contre les gens qui disent ça. Les gens qui disent, tu vois ce que je dis, donc si on est uniquement dans l'idéologie et dans ses propres préférences et qu'on ne tient pas matériellement compte du peuple qui produit, parce qu'il faut d'abord des agriculteurs et puis des ouvriers et puis les gens du service pour que même le numérique puisse exister. On est dans une émergence d'un système complexe. On influe sur le bas, mais on est aussi contraint par le bas. Alors, donc moi, dans mon langage, donc il y a les nowhere et les somewhere. Aujourd'hui, donc c'est la nouvelle sociologie. David Goodwin, Eric Kaufman, Matthew Goodwin, Eric Kaufman, Matthew Goodwin, David Goodhart. Voilà, j'essaie de me rappeler les auteurs. Donc aujourd'hui, quand par exemple on analyse les votes, eh bien, les gens ne votent pas par rapport à leur classe objective, ils votent à partir de leur classe culturelle. Et c'est pour ça que la classe ouvrière, elle vote Le Pen, ou Trump ou Brexit, et la classe cognitive, elle vote pour la gauche. C'est qu'il y a un renversement complet par rapport à il y a 40 ans. Et donc, les nowhere, c'est des gens qui se croient libérés totalement du géographique, qui soit sont riches et peuvent prendre des jets, ou qui sont des cryptonomades, même précaires, et qui peuvent prendre des avions bon marché et aller là où ça peut paraître le plus intéressant. Mais s'il n'y a aucun lien avec le peuple, à mon avis, ça ne va pas marcher. Et donc, moi, j'argumente dans les milieux crypto comme un outsider, mais je suis un peu comme adopté par ces réseaux pour le moment. Et je leur dis, il faut devenir des everywhere. Donc, l'équivalent d'une guilde au Moyen-Âge, les bâtisseurs des cathédrales, qui, dans un monde super localisé, sont quand même les agents qui vont aller de ville en ville bâtir les cathédrales et vont véhiculer un savoir connecteur, tout comme les moines qui étaient unis dans l'Église, une idéologie qui marchait dans toute la sphère européenne. Et donc, il y a le local et il y a le super local. Et alors là, ma thèse est très forte par rapport au localisme. Moi, je prétends que le localisme est sublinéaire et que le cosmolocalisme est superlinéaire. C'est-à-dire que si le local ne se connecte pas à cette possibilité,
elle ne va jamais pouvoir survivre et concurrencer le capitalisme. Et donc, elle doit se mettre à un niveau qui est au moins équivalent aux capacités du capitalisme. Christine? Ce qui me vient en t'écoutant, c'est deux choses. Là, c'est la question de l'autarcie. Attention au risque de l'autarcie que vivent souvent les gens qui se regroupent ensemble dans des écolieux. On ne va pas détailler, mais enfin, c'est ce risque-là. Donc, c'est un fort ancrage, enfin, en tout cas, une tentative de fort ancrage dans le territoire, mais en se coupant un petit peu des autres. Donc, ça, c'est un risque d'un côté. Et je reviens en arrière sur quelque chose que tu proposes. Alors, je l'ai nommé individualisme, mais je pense qu'en fait, ce qui est émergent, ce qui est en germe, c'est la composition, l'essai de composition entre mes intérêts individuels en tant que personne et les intérêts communs. Et tout l'équilibre se situe dans est-ce que je suis en train de profiter des deux systèmes ou est-ce que je suis en train de contribuer. Et je pense que ce que toi tu proposes et ce que tu essaies de pointer, c'est de dire si nous sommes conscients que même quand on a une posture individuelle ou quand on a une posture collective, on est dans une logique de contribution, ça c'est pérenne, viable et ça a de l'avenir. Et le reste, ça va être une catastrophe. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, il y a une façon de voir qui est la vieille façon de voir traditionnaliste, hein, où l'égoïsme l'individualisme doit se soumettre au collectif. Et donc, c'est sacrificiel. Et il y a une autre vision qui est la mienne, qui est une convergence. Une convergence entre l'individuel et le collectif par la contribution. Donc, c'est au cœur de ma pensée, ce que tu dis là. Et je crois que justement, on évolue donc d'un monde qui est basé sur la marchandise, donc sur la rareté. Il n'y a pas de prix sans rareté. C'est un monde de la contribution, avec donc une nouvelle vision de la valeur. La valeur, c'est la contribution. Et la valeur négative, c'est un impact négatif. Donc ça, il faut que les deux soient là. Et en même temps, au niveau de l'identité, et là, on vient de cosmolocalisme aussi, hein, c'est au niveau de... Parce qu'on a une crise identitaire. Et elle se traduit différemment à gauche et à droite. Donc, dans, on va dire, le peuple productif, qui est les somewhere, qui est ancré encore, même si ça s'est fortement affaibli, mais ils sont encore ancrés. Donc, quand on se sent en danger, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va vouloir recréer ce qu'on a connu. Et donc, on va faire revivre les communautés religieuses, les communautés ethniques, et même l'État-nation. Donc aujourd'hui, par exemple, le souverainisme est quelque chose qui est en pleine croissance, même en France. Donc, et le but, c'est de dire, ben, on nous a volé notre souveraineté, on va la reprendre de l'Europe et on va de retour prendre notre autonomie et on est dans un gouvernement des juges qui ont volé le vote du peuple, donc on va de retour créer, voilà, on va le référendum et tout ça. Il faut comprendre ça, c'est légitime et justifié, c'est une réaction normale. De l'autre côté, moi j'ai plus de problèmes, le côté cognitif, c'est puisqu'on n'a plus rien, on n'a plus de ce type de communauté, et donc le pire, c'est une régression identitaire au superficiel, ma race, mon genre, en fait, tout ce qui enlève mon individualité. Et on a une idéologie aujourd'hui qui discipline les gens par rapport à ce genre d'identité. On dit, tu n'es pas noir si tu ne penses pas comme nous, tu n'es pas femme si tu ne penses pas comme nous. Et donc, on est dans une régression identitaire des deux côtés. Et l'identité contributive, à mon avis, peut-être pas seule, hein, mais en tout cas, fait partie justement d'une projection identitaire positive. Je participe à un apprentissage au-delà de mon village, au-delà même de ma nation, dans des communautés contributives planétaires, de plus grands, de constructives, qui peut solutionner certains problèmes. Pour moi, c'est la vraie dimension écologique, c'est la vraie pensée écologique, c'est-à-dire je me sens tellement connectée au vivant que je me soumets au vivant, mais pas en mode de soumission, en termes d'acceptation, d'humilité. Par conséquent, comment est-ce que je contribue? Quand tout à l'heure tu parlais d'avoir travaillé sur soi, c'est une prise de conscience nécessaire, et c'est pas du dev perso individualiste, c'est une prise de conscience nécessaire qu'il faut que je travaille à plusieurs niveaux en même temps pour contribuer écologiquement
à ce que mon existence soit contributive. C'est juste ça. Il y a une nouvelle religion, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est une minute, Emmanuel. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis des gens, ils appellent ça le naturalisme transcendantal. Parce que ça, c'est important. Donc, les païens, on va dire l'Empire romain, les Grecs, les Hellènes, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'animisme où l'univers est animé, il y a le sacré est partout. Et puis, on voit petit à petit que ça se met dans des dieux qui vont représenter des phénomènes naturels, mais qui ont des émotions, qui font de l'inceste, qui tuent leurs enfants, qui sont vraiment une sorte de représentation de la nature humaine. Hein, d'abord la nature, puis la nature humaine. Et puis, il y a le monothéisme et les grandes religions non monothéistes comme l'hindouisme et le bouddhisme, le taoïsme, etc., qui reconnaissent quand même qu'il y a quelque chose au-delà. Donc, il y a la transcendance au-delà du monde naturel. Je dirais en anglais « the ground of being ». Moi, je trouverais ça triste, personnellement, si on réinvente simplement le naturalisme. Donc, moi, je voudrais quelque chose qui, en même temps, reconnaît tout le travail de découverte qui a été fait par les mystiques pendant des milliers d'années. Donc, il y a des choses extraordinaires dans notre capacité humaine. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau écologique, on est juste un élément matériel parmi une grandeur plus grande que nous. Mais par rapport à la complexité cognitive, l'être humain, il est très loin au niveau d'émergence de la complexité cognitive. Et donc, le naturalisme transcendant, c'est en même temps la civilisation du vivant, l'écologie, et en même temps cette reconnaissance qu'il y a autre chose, qu'on a des autres capacités, et d'essayer de trouver un équilibre. Donc, est-ce qu'on peut être religieux aujourd'hui, spirituel, on va dire, tout en reconnaissant tout ce que la science a pu nous apporter au niveau des connaissances, de la complexité, etc. Et donc, je ne crois pas qu'on peut aller en arrière, retourner soit vers les religions traditionnelles et même les religions, on va dire, naturalistes d'avant. Je crois qu'on va devoir inventer quelque chose qui est une synthèse, une intégration de ces deux voies de développement. Enfin, voilà. Donc, je ne suis pas expert, je fais mon mieux, mais je crois que ces auteurs-là sont intéressants par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, la notion de contribution, à la fois sur la question de cette question du récit collectif, de l'imaginaire collectif qui peut justement peut-être faire lien. Et ce que tu disais, Michel, oui, sur peut-être un naturalisme transcendantal, il me semble que dans l'idée de contribution, il y a l'idée aussi de quelque chose de créatif, qui est singulier à l'humain, effectivement, et du coup qui peut peut-être oui, être liant. Et du coup, il me semble aussi que cette notion de contribution créatrice pourrait aussi faire lien justement, à la fois sortir les gens de cette logique qu'on observe tous, qui est une logique du refuge, moi je dirais, qui est tout à fait compréhensible, que ce soit le souverainisme ou des questions de recréer des petites îles, etc. Mais du coup, il me semble qu'aussi cette question de la contribution créatrice, elle pourrait aussi tisser des liens entre justement ces deux types que sont donc les nomades numériques et des gens qui sont ancrés localement, parce que il me semble qu'il y a quand même un problème là, c'est que ces gens ne se parlent pas parce qu'ils ne veulent pas se parler en fait. Peut-être plus d'un côté que de l'autre, voilà. Mais en tout cas, il y a une espèce aussi de refus. En tout cas, ceux qui sont ancrés ont quand même un rejet de la technologie, pour le dire un peu clairement, et du coup, un rejet de ces communautés-là. Ça discute pas. Et il me semble que par contre, les uns comme les autres identifient que la notion de contribution est essentielle, même si c'est très imparfait dans les mises en œuvre, mais ils l'identifient les uns et les autres. Et du coup, il me semble que par là, il peut y avoir des liens, en fait, des liens et du dialogue, en fait. Oui. Comme je vois qu'on a déjà parlé 1 heure, je vais quand même faire formellement ce que j'avais promis. Donc, parler de l'open source, des communs urbains et des cryptos et comment c'est relié. J'essaie de démontrer qu'il y a un lien entre les trois. D'abord, en vitesse, une petite histoire des communs. Donc, les communs, c'est d'abord physique. C'est les fleuves, les forêts,
les pêcheurs qui se mettent en accord pour décider une pêche en commun, etc., etc. Le capitalisme est le premier système qui combat ce commun. Donc les systèmes traditionnels pré-capitalistes, il y avait toujours une place pour les communs. Par exemple, au Moyen-Âge chrétien occidental, à part Noël et Pâques, le rituel le plus important au Moyen-Âge, c'est, je veux dire en anglais, je ne connais pas le mot en français, The Rogentide Procession, Beating the Bounds, c'est où le prêtre avec tous les paroissiens faisait le tour du village et reconfirmait les communs. Donc c'était religieux, c'était spirituel, et c'était la clé de l'identité des villageois dans les paroisses au Moyen-Âge. Ils sont un groupe et ils ont des communs. Donc c'était accepté, ils avaient un seigneur, ils avaient l'église, mais ils avaient des communs. Or, quand on change la loi féodale dans une loi bourgeoise, c'est-à-dire la propriété devient absolue, on fait plus d'argent avec les chèvres qu'avec les gens, et donc on va chasser des gens. On n'a plus de devoir par rapport aux gens comme avait encore un seigneur. Donc du coup, il y a les enclôtures, donc on va enclôturer, on va abolir les communs physiques. Alors il y en a encore qui restent, hein, mais essentiellement quand même, il y en a très peu, au point que ça avait même été effacé de la conscience en Occident. Et dans le Code Napoléon, sauf si on est hyper expert et on peut identifier quelques détails, eh bien, les communs ont disparu. Il y a le privé, il y a l'État. Et c'est là quand même que le numérique avec l'open source est historiquement important. Alors, je dirais encore, il y a encore une étape intermédiaire, c'est quand les paysans étaient chassés de leur village et de leur pré, et qui sont retrouvés comme le prolétariat dans les villes où ils mouraient à 35 ans, jusqu'en 1848, eh ben, ils ont fait des communs sociaux, ça il ne faut pas oublier. Donc les fraternités, les mutualités, c'est des communs, hein. C'est des communs de risque qui ont été créés par la classe ouvrière. Et puis ça a été étatisé. Donc les communs physiques ont été privatisés et les communs sociaux ont été étatisés. Et donc ça a disparu de la conscience civique. Et les communs numériques open source, c'est quand même un retour du commun. C'est très important. Donc, du coup, les gens se rendent compte, ah tiens, on peut travailler ensemble et ça marche mieux si on partage la connaissance. Et ceux qui partagent la connaissance vont beaucoup plus vite que ceux qui ne partagent pas la connaissance. Donc, du coup, il y a même le capitalisme qui se dit, ah, soit on rejoint les communautés open source, IBM a fait ça il y a déjà 20 ans, soit on va créer des faux communs avec des plateformes et mettre les gens ensemble, et puis on va taxer les gens et nous, on ne doit plus rien faire, on ne doit plus produire, on capte les échanges. Donc, on est passé d'un capitalisme industriel basé sur la valeur, l'extraction du surplus du travail, vers un capitalisme proudhonien qui exploite directement les échanges et la mutualisation. Donc, les GAFAM, c'est ça. Voilà, c'est super linéaire pour le capitalisme. Et en même temps, ça me donne donc une critique de l'open source, parce que moi, je suis convaincu qu'au plus communiste les licences, au plus capitaliste l'économie. Parce que si tu dis c'est pour tout le monde, eh bien, les grandes entreprises, ils viennent donc se mettre, et en fait, ils ont beaucoup plus de capacité de commercialiser. Et alors ça marche, hein. Si on est un développeur et on a une grande boîte qui s'occupe de son commun, on va avoir du travail, on sera payé. Ou bien on est marginalisé et on travaille pour rien. Et donc, ça, c'est important pour le crypto. Je vais expliquer après. Alors, entre les deux, il y a les communs urbains. C'est-à-dire qu'en 2008, il y a la crise. Donc, du coup, il y a jusqu'à 50% de jeunes qui sont sans travail après 2008 dans des pays comme le Portugal, l'Espagne, la Grèce, etc. 30% en France. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens qui n'ont plus accès facilement à plein de choses? Eh bien, ils vont créer des mutuelles. Ils vont mutualiser l'accès à la nourriture biologique, au transport, pour louer ensemble, pour faire du coworking. Il y a une partie qui sera captée
moi j'appelle ça les capitalistes, donc qui sera capté par le capital, mais il y a une autre partie qui est restée, et donc à Gand, par exemple, où j'ai fait mon étude, il y avait 50 urbains communs en 2008, il y en avait 500 en 2016. Et donc, dans chaque secteur d'activité à Gand, il y a des alternatifs, des communs solides. Ils ne sont pas grands, ils réunissent peut-être 2-3% de la population, mais ils sont là. Donc, il y a l'habitat social, étatique, il y a l'habitat privé spéculatif, mais il y a aussi co-housing, co-op housing, etc. Donc, il y a l'habitat donc il y a la terre, les maisons et les services dans les maisons qui sont mutualisables. Et il y a des initiatives dans tous les domaines. Il y a quelque chose Oui. que je voulais commenter par rapport à ce que tu dis, c'est qu'on voit qu'il y a 2 générations ou 3, ça dépend. Les gens étaient effectivement tout à fait localisés, mais ça veut dire aussi que les familles étaient localisées. C'est-à-dire que l'entraide, la solidarité était de fait par famille, voire par village. Mais enfin, on va dire déjà par famille. L'évolution du travail qui a envoyé les gens dans les villes a complètement explosé les cellules familiales, dont on ne parle plus que de cellules nucléaires. Donc, c'est tout à fait normal que les gens aient besoin de recréer des formes solidaires avec des lieux, tiers-lieux ou écolieux, etc. Parce que l'aide transgénérationnelle, par exemple, elle était portée de fait par la famille. Et là, on voit des mamans complètement démunies quand elles sont en charge de leurs enfants toutes seules. Et pareil pour les aînés. Donc, il y a quelque chose qui se réinvente par une nécessité de notre condition humaine qui est le transgénérationnel. Et qui fait que si on est everywhere, ça veut dire qu'il y a quand même besoin aussi d'un somewhere parce que oui. Le tout petit. Et ces structures-là n'existent pas encore. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Le tout petit a besoin d'être localisé, école, etc. Et l'ancien aussi. Donc, en fait, le nowhere peut marcher pour les actifs entre tel âge et tel âge, à peu près. Et en plus, des actifs qui n'ont pas trop de temps. Tout à fait d'accord. Et donc, il y a vraiment quelque chose à inventer et je te repasse la parole. Oui, tout à fait. Alors, c'est complexe tout ça. Mais donc, moi, j'ai travaillé aussi 3 ans pour Smart, Société Mutuelle des Artistes, mais qui est une mutuelle de travail pour plein de gens qui font du numérique, des développeurs, donc pas uniquement des artistes. Et un des points de discussion qu'ils n'ont pas accepté, mais qui faisait partie de mon travail, de propositions quand j'ai travaillé pour eux, c'était il faut créer une extension nomadique à tout ça. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, les crypto-nomades, ils sont obligés de chercher des solidarités. Ils ne peuvent pas survivre tout seuls, ils ont aussi des pépins, mais tout ça est commercialisé en général. C'est-à-dire qu'il y a des assurances dans tous les pays, mais bon, c'est très exploitatif, c'est très prédateur. Enfin, ça, c'est pas très satisfaisant. Or, si on pouvait créer, je vais appeler ça DAO, Distributed Autonomous Organization, on pourrait créer des entités nomadiques, mais qui sont liées aux entités étatiques. Donc, c'est-à-dire qu'un Belge qui travaille en Thaïlande comme moi pourrait donc rejoindre une entité virtuelle, mais qui serait reliée à l'entité étatique et qui me donnerait donc une protection qui, effectivement, dans ce cas, serait encore basée sur l'État. Et là, je voudrais quand même dire quelque chose. Donc ça vient de Toynbee, et même de Ibn Khaldoun en parlait déjà. Donc quand on met en place un empire ou un État-nation, c'est pareil, et l'État se renforce, c'est explicitement contre le familial et le tribal. Donc tous les empires vont détruire le tribal. Ils n'en veulent pas. C'est une compétition. Donc moi j'ai lu un livre sur les Chinois. Et c'est très clair que les Chinois, ils ont inventé des choses, même des choses qu'on trouve très bien. Tu vois, ils avaient un truc avec 9, donc il y a 8 familles, et le 9e, c'est pour faire ensemble et pour payer les taxes. Mais enfin bon. Mais tout ça, c'était fait contre le tribalisme. C'était pour fixer les gens au sol, sous contrôle des mandarins, etc., etc. Et donc, du coup, les gens deviennent dépendants d'une structure impersonnelle,
qui va les soigner, hein, comme l'État-nation pendant un temps, les 30 Glorieuses, très très bien protégé ces peuples. Mais quand on est dans une phase de déclin, là, il y a un problème. Et donc, les gens, aujourd'hui, on est dans une phase de déclin, et donc les gens recherchent de retour des alternatives, soit plus personnalisées. Donc, il y a un regain de famille, hein, il y a de plus en plus de gens qui essaient de recréer des liens familiaux, soit d'autres formes de solidarité qui peuvent être celles, par exemple, dans les communautés crypto entre eux, ou des communautés locales. Et aujourd'hui, on est dans ça. Donc, il y a donc le prix de l'état social, c'est l'impersonnalité. C'est la solidarité qui vient et qui est basée sur la nation. Et quand la nation s'effrite, quand l'identité s'effrite, et ben on a un problème aujourd'hui au niveau de la solidarité. Ça, c'est clair. Mais je crois qu'idéalement, donc dans le cosmolocalisme, moi, je ne suis pas anti-nation. Hein. Je crois que le rôle de la nation, elle change. C'est-à-dire, dans le néolibéralisme, la nation, c'est attirer le capital. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est attirer les connaissances cosmolocales. C'est créer des structures qui, en même temps, promeut le local et est attirant pour les gens qui veulent aider le local d'une façon cosmolocale. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et il y a des germes de ça. Même sous Macron, je suis désolé de faire un tout petit peu de propagande pour une mesure, en tout cas. Donc, il y a un projet je crois qui a été budgété de 30 millions d'euros et qui était pour voir comment on pouvait utiliser les makerspaces pour stimuler une nouvelle économie territoriale basée sur l'open source et la connexion entre les générations. Ça, indépendamment des jugements politiques qu'on peut avoir sur le gouvernement aujourd'hui, ça va dans ce sens. Ça va dans le sens d'avoir un nouveau rapport et qui n'est pas simplement attirer du capital et donc être le meilleur marché possible au niveau des coûts, de travail, etc., mais qui est déjà autre chose. Et pour moi, donc, la nation, elle ne doit pas nécessairement disparaître parce qu'il y a encore tout un problématique d'intégration territoriale qui, je crois que on n'est pas assez fort au niveau local pour le faire aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un rôle intermédiaire pour des institutions nationales ou biorégionales ou quoi que ce soit, qui sont le lien entre local et le transnational. Mais bon, ça c'est spéculatif pour le moment. Mais en tout cas, c'est dans ce sens-là que je fais mes recherches. Alors, je reprends le fil pour pouvoir finir. Donc, open source, crise de 2008, donc solidarité urbaine, accès à des ressources, donc mutualiser les systèmes d'approvisionnement, mais c'est encore une mutualisation consommatrice, sauf pour deux éléments, la nourriture et l'énergie. Donc là, on voyait déjà, par exemple, les AMAP, où tu as des coalitions de producteurs, des collections de consommateurs qui se mettent ensemble, soit l'énergie renouvelable, en Allemagne, c'est très fort, 60% de la production, des villageois qui achètent ensemble donc leur énergie locale au niveau renouvelable. Et alors, le cosmolocalisme, donc c'est la troisième étape, c'est quand on commence à comprendre qu'on doit aussi produire d'une façon mutualisée. Et alors là, on est de retour, effectivement, dans la position des communautés spirituelles post-transitionnelles qu'on a connues dans le passé. Donc, à fur et à mesure que le monde libéral s'effondre, les gens sont poussés à trouver des solutions. D'où vient ma nourriture, d'où vient ma production, d'où vient l'énergie, mais aussi comment est-ce qu'on a une économie locale, nationale, qui peut survivre les tempêtes économiques qui viennent vers nous. Et je crois qu'on en est là. Donc, on est dans une phase cosmolocale où on commence à essayer, expérimenter avec des formes de mutualisation de la production. Donc, on produit localement dans des micro-factories, donc dans une nouvelle façon de penser la production, mais on est lié au niveau translocal, transgéographique, avec des institutions. Et donc, ces institutions-là, je crois que sont les prototypes pour les magistères du commun. Alors, je finis avec ça. Donc, la crise, c'est quoi aujourd'hui? Donc, on a un système national qui est en crise. Pourquoi? Parce qu'il y a un système transnational financier qui est beaucoup plus fort que le système national. Donc, si on fait des réformes nationales, on nous détruit. Venezuela, Grèce, il y a
il n'y a pratiquement pas moyen de changer la politique au niveau national. En tout cas, aujourd'hui. Le souverainisme essaye de changer ça, mais en tout cas, aujourd'hui, les États-nations sont... Et moi, je ne crois pas qu'on peut revenir en arrière vers les États-nations des années 50. Je crois que ce n'est pas possible. Mais donc, si on ne peut pas changer au niveau national, on ne peut pas rééquilibrer... Je vous rappelais du LibLab, donc la tendance LibLab, et chaque fois, tous les 30 ans, il y a un rééquilibrage, et ça se passait par des réformes nationales. Si ça, ce n'est pas possible, et que le transnational financier continue à dominer, la seule réponse, c'est de créer un pôle intercivique d'institutions qui peuvent projeter un pouvoir au niveau transnational aussi. Et pour moi, donc, ces communautés de collaboration cosmolocales qui sont liées à des domaines de production sont un germe d'un pouvoir futur que j'appelle les magistères du commun. Parce qu'on a des magistères du capital, on a des magistères financiers, mais on n'a pas d'institutions qui peuvent protéger la vie et les communautés. Et je crois que ça, et on en parlera peut-être la prochaine fois, mais je crois que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc, on a cette vision qui n'est pas une vision nationale, hein, qui est une vision contributive, cosmolocale, et qui transcende le monde de l'État-nation tel qu'il a connu. Parce que, par exemple, Karatani parle de... Le système aujourd'hui, c'est 3 choses. Hein, c'est capital, État, nation. Et ils sont ensemble. C'est-à-dire quand on attaque le capital, la nation et l'État se mobilisent pour protéger le capital. Et donc, du coup, c'est un système très fort, avec 3 pôles qui peuvent maintenir l'équilibre si un des 3 faillit. Mais ce n'est pas à l'intérieur de l'État-nation qu'on peut solutionner, à mon avis. Hein. Il faut donc avoir ce côté cosmolocal, une pensée, une pratique cosmolocale pour pouvoir penser à la civilisation à venir. Sur le magistère des communs, donc du coup, tu vois, toi, ce magistère donc, translocal, donc avec une gouvernance citoyenne, ou du coup, est-ce qu'il y a une place justement pour des institutions étatiques aussi dedans? Moi, je suis un réformiste radical, donc c'est-à-dire que pour trouver un équivalent, c'est la fin du 19e siècle. Les sociodémocrates allemands, ils ne sont pas révolutionnaires, ils ne sont pas plus réformistes, ils sont entre les deux. Donc, il faut transformer quand même. Mais je crois qu'il faut faire très attention dans la destruction, parce que si on détruit toutes les institutions qui existent sans qu'on ait des équivalents fonctionnels, on tombe. Et donc, quand on voit aujourd'hui les coalitions cosmolocales, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est dans mon rapport sur Gand. On voit que les communs, ils sont soutenus par une coalition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a souvent la ville qui intervient à différents niveaux. Il y a des coalitions d'entrepreneurs qui interviennent. Et moi, je parle d'entre-donneurs, c'est-à-dire des firmes qui peuvent être des coopératives et tout ça, mais qui ne sont pas une fonction de prédation par rapport aux communs, mais qui sont codépendants des communs et donc aident les communs dont ils sont codépendants. Il y a souvent des institutions sans but lucratif, et ça a été formalisé en Italie avec le système du quintuple helix, donc la ville, le secteur commercial, le secteur de recherche et le secteur sans but lucratif. Et ces 4-là sont autour des communs pour soutenir les communs dans cette phase de fragilité, de transition. Et fractalement, je m'imagine la même chose pour les magistères des communs. C'est-à-dire que tu as ça au niveau local, mais au niveau du commun, donc qui vaut pour toutes les villes qui participent, tu as une institution interétatique, tu as des financiers, tu as des institutions de recherche qui aident le commun de connaissances. Mais donc, il n'est dominé ni par l'État, ni par le secteur commercial, mais par une coalition qui se tient en équilibre avec une autonomie des communs. Ça, pour moi, c'est l'idéal. Mais ça demande des forces politiques qui comprennent. Alors, il y en a un peu, et en France, c'est pas mal. Hein. En France, c'est peut-être le pays aujourd'hui qui est le plus... Donc, il faut un peu parler avec Sébastien Schulz et ces gens-là qui font un bon travail, à mon avis,
de penser cette collaboration entre l'État. Mais en même temps, on fait face à une crise idéologique terrible avec l'identitarisme, qui, juste au moment où on a besoin de coalitions rouges-vertes, qui seraient idéalement l'agent de ce changement, ils sont en train de s'auto-saboter autour de l'identitarisme. Et donc, moi, j'imagine, et je sais que c'est très controversé, mais je le dis quand même, c'est que la lutte de classe trouvera son expression, et si elle ne le trouve pas à gauche, elle va le trouver à droite. Donc, c'est-à-dire qu'à droite, il y aura des luttes entre les néolibéraux et les populistes néo-traditionalistes. Hein. Souvent, ils viennent des chrétiens démocrates, comme en Hongrie, en Pologne, etc. Et bien, ces forces-là, ils sont sociales. Hein. Et pourraient devenir, hypothétiquement, le véhicule pour... Il ne faut pas oublier que Mondragon a été créé dans un régime fasciste. Hein. Alors, je ne dis pas que je veux ça. Hein. Il faut pas me... C'est pas, je ne travaille pas pour ça. Mais je me dis, si la gauche s'autodétruit, parce qu'elle perd la connexion avec le peuple, ce ne sera pas la fin de l'histoire. Donc, tout ce que je décris comme pulsion sociétale va devoir trouver une expression. Disons que pour l'instant, on va droit vers une régression populiste, ça on y va droit direct. Disons que nous, on est des acteurs qui essayons de montrer qu'il y a d'autres voies possibles. Et le principe de réalité, c'est de se dire peut-être qu'on va encore avoir besoin de redescendre par ce radicalisme pour arriver à faire émerger quelque chose qui aura la vigueur et la résilience qu'il y a quand on a un moment conservatiste, fasciste, populiste. Voilà. Visiblement, nous ne parvenons pas à ce que ceux qui pensent le monde d'après aient fait tout le travail que tu proposes pour bien comprendre les racines de transformation qui nécessiteraient de travailler ensemble pour éviter cette régression. Donc, comme ce n'est pas possible pour le moment, il vaut mieux être prêt à l'étape suivante. Voilà. Il est certain qu'on a besoin impérativement de coopérer, de dialoguer, et tout est fait pour des motivations différentes selon les acteurs pour nous cliver. Donc, on le voit, on le sait, on y va. OK, la question, c'est est-ce qu'on peut créer les germes du monde d'après qui, comme tous les cycles dont tu as parlé, ou qu'on pourrait nommer différemment, on voit bien que certains germes de mai 68 émergent aujourd'hui, donc qu'on soit très conscient qu'il peut y avoir un miracle et ça pousse tout de suite, ou ça sera les germes qui vont sortir avec la vigueur. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu post-politique. Donc, moi, je crois qu'on doit rester le plus possible dans le contributif. Donc, il faut vraiment créer les structures de demain, pas attendre, pas espérer qu'il y a des politiciens qui vont nous sauver. Non, non. On construit. Et en même temps, très pragmatiquement, on dit quels sont les gens dans les institutions qui existent encore qui peuvent nous faire avancer. De façon très pragmatique. Et par exemple, à Gand, c'est comme ça qu'ils travaillaient, les commoners. Donc, ils disaient les politiciens, ça change toujours, mais il y a des fonctionnaires qui restent et la moitié des fonctionnaires nous sont sympathiques. Il y a une autre dimension qui me semble vraiment essentielle à prendre en considération, c'est qu'il y a énormément de personnes dans le monde de ceux qui veulent faire changer les choses, je parle, qui ont intellectuellement la vision de ce qu'il faudrait faire et qui ne sont pas conscients qu'ils ne l'incarnent pas. Le nombre d'acteurs de coopération qui ont des comportements de prédation, c'est monstrueux. Donc, tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience d'une incarnation, d'une éthique qui fait que si je contribue, je fais exprès de faire un peu d'argot, je ne vais pas dézinguer le voisin. Je vais chercher à faire avec, je vais chercher à faire de la place, je vais chercher à discuter des overlaps, des moments où on se marche sur les pieds, mais vraiment. Donc, tant que ça, ce n'est pas actif, ça donne tout le jeu à l'autre plan. C'est pour ça, Christine, que toutes les grandes réformes civilisationnelles ont été des réformes de la conscience. Et jusque dans le passé, c'était exprimé d'une façon religieuse. Parce que en fait, la religion, c'est ça. La religion, c'est une restructuration de la conscience qui est exprimée par quelque chose de transrationnel et qui véhicule des valeurs que même consciemment, on n'a pas encore tous les mots pour le dire,
Et donc, on va employer des mythes, des croyances pour… Et moi, j'ai lu un livre tout à fait intéressant, j'ai oublié le titre, mais je crois que c'est la dernière génération des païens, donc juste avant Constantin, hein, et c'est basé sur les lettres qui s'écrivaient. C'est fascinant. Et là, tu vois qu'il y a des jeunes chrétiens qui sont complètement dégoûtés de la corruption de l'Empire et qui choisissent de donner toutes leurs propriétés aux monastères, aux évêques, pour créer un monde nouveau. Alors, ils avaient leurs problèmes aussi, hein, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, il y a eu une sorte d'énorme vague de dons à l'Église juste avant l'effondrement de l'Empire romain, parce que les gens de l'élite, ils voyaient bien que ça ne marchait plus et qu'il fallait changer quelque chose. Et alors, ils regardaient quel est aujourd'hui le mouvement, l'institution qui… et voilà, et c'est comme ça que ça va se faire. Hein, mais je crois que ce ne sera pas nécessairement une religion traditionnelle, mais quelque chose de nouveau qui va émerger et qui va synthétiser le besoin de changement qu'on a. Emmanuel, tu voulais dire quelque chose, je crois. Non, je voulais un peu poursuivre là ce que tu disais, Christine, sur l'observation, et je pense qu'on fait tous, hein, mais qu'on voit bien dans les différents mouvements de ceux qui essayent de construire quelque chose d'autre. Effectivement, il y a énormément de contradictions. C'est parfois, parfois vraiment drôle même, ou pas, je sais pas, mais il me semble que ces contradictions aussi, elles peuvent être en partie peut-être résolues quand il y a des véritables interconnexions, c'est-à-dire des relations qui se tissent avec justement d'autres formes de collectifs qui sont très différents et qui vont porter des visions du monde très différentes. Et du coup, quand il y a vraiment des rencontres avec des gens qui pensent le monde qui vient, mais de manière différente, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a certaines paradoxes ou contradictions qui sont résolues. Moi, vraiment, je crois beaucoup au tissage aussi entre justement le monde des idées, la théorisation, une forme peut-être en tout cas d'une dimension spirituelle, oui, et d'imaginaire, et aussi le faire de l'expérience. Ça, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce dialogue entre les deux. Du coup, moi, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'observer ce qui est expérimenté là. Et c'est vrai que oui, c'est très imparfait, oui, il y a des contradictions, mais il y a déjà quelque chose qui émerge. Et encore une fois, oui, il peut y avoir des rencontres de gens qui ont des visions différentes, mais qui quand même, l'un et l'autre, veulent construire ce monde qui vient, veulent penser différemment, et ils veulent trouver des solutions aussi. Une petite anecdote, et on peut peut-être en parler une autre fois, mais j'ai trouvé ça m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai été invité au Monténégro à une réunion des gens qui sont autour d'Ethereum, donc une des communautés crypto dans le monde, qui est en fait presque le standard aujourd'hui. Hein. Il y a donc l'argent Bitcoin et puis il y a le blockchain. Et dans le blockchain, c'est le standard le plus accepté. Et donc, j'étais à une table, et je sais que c'est une anecdote qui peut paraître ridicule, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, il y avait un collapsiste, donc quelqu'un qui dit ben, c'est foutu. Hein. Donc, déjà, s'imaginer que la civilisation est effondrée et comment on va manger, survivre, etc. Puis, il y avait quelqu'un qui travaillait dans les investissements impact investment. Donc, beaucoup diraient c'est un greenwasher, donc une fausse écologie. Et puis, il y avait une troisième personne qui niait le problème. Mais non, il y a assez d'énergie, il y a assez de matière, tout ça, c'est bon. Mais écoute, ces trois gens, avec des perspectives complètement différentes, ils se parlaient sans se fâcher. Et c'était hyper intéressant. Et pourquoi est-ce qu'ils savaient faire ça? Parce que tous les trois, ils collaborent à la construction d'une infrastructure qui est bon pour tout le monde. Quoi que soient leurs opinions sur tel et tel, ils étaient dans le contributif par rapport à l'infrastructure crypto qu'ils sont tous en train de construire. Et ben, ça, c'est la contribution qu'il apporte. Donc, c'est aller au-delà de ces différences, parce qu'on est tous dans la contribution, on est en train de construire quelque chose en commun pour soi, pour le monde même.
Absolument. Et ça, c'est puissant. Ouais. Et c'est presque comme une religion, en fait. Hein. C'est Oui, presque ouais, comme une religion. Les vraies religions, ils créent des communautés. Hein. Ce n'est pas simplement je crois, amen. Non, c'est donner 10% de son argent à l'église, c'est accepter une éthique. Et voilà. Et donc, c'est ça qui pour moi, me donne de l'espoir. Et pour ça, une des raisons que malgré tous les problèmes que je peux voir, c'est comme partout, hein, contradiction et tout ça, je trouve que c'est intéressant. Au niveau de cette énergie positive et contributive qui est créée dans ces milieux-là. Oui, tout à fait d'accord. Moi, je dirais œuvrer ensemble, enfin, vraiment faire ouvrage commun. Merci Christine et merci beaucoup Michel. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci à tous.